106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Bonjour Internet. Environ 6 mois plus tard, voici bel et bien un nouvel épisode de Playstop. Et pour marquer ce retour, j'ai choisi de vous parler de cinéastes très importants pour moi, à savoir les frères Joel et Ethan Coen. En effet, après les avoir cités au moins une fois par vidéo, je profite de la sortie de leur dernier film, Heil Kaiser, pour vous faire un retour rapide sur quelques films des frangins. Oh, would that it were so simple. Cut. 27 Apple, take 2. Et comme nous sommes dans Playstop, je vais tenter de vous faire découvrir ou bien faire revoir d'un œil neuf des films de leur filmographie que je considère avoir été un peu expédiés. Parce qu'en effet, les frères Coen sont loin d'être des cinéastes inconnus. Ils ont à leur actif une poignée de films absolument cultes, comme Fargo ou The Big Lebowski, de beaux succès au box-office, à l'instar de True Grit, et ont reçu de multiples récompenses comme l'oscarisé No Country for Old Men. Oui, mais voilà, comme c'est les frères Coen, que leurs films créent toujours une attente énorme chez les aficionados, quelques-uns de leurs films sont un peu passés à la trappe. Comprenez bien, c'est toujours un événement médiatique quand un de leurs films sort. Mais des fois, malgré de bonnes critiques, voire de succès public, eh bien je ne sais pas pourquoi, mais il sera jugé que le film en question est un Coen mineur. Et ce terme de Coen mineur, qui trahit un engouement des plus tièdes, fut assigné à leur avant-dernier film, et sujet de ce nouveau Playstop, je veux bien sûr parler de Inside Llewyn Davis. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, no nada de la vie. Dans Inside Llewyn Davis, nous suivons donc Llewyn Davis, un folk singer précaire vagabond dans le village new-yorkais des années 60, qui va éprouver ce que l'on appelle communément une semaine de merde. Une semaine parsemée d'échecs avec un arrière-goût d'introspection et surtout jalonnée de ces petites contrariétés du quotidien qui ont tendance à bien enfoncer le clou. En résumé, le film nous raconte donc un passage dépressif dans la vie du personnage principal. Et c'est Oscar Isaac qui l'interprète, en jouant et prêtant sa propre voix pour la BO. Everybody, green, green, rocky road, yeah, promenade green. Mais une autre star lui dispute le haut de l'affiche, et c'est lui. Explain the cat, c'est exactement la première phrase qui sort de la bouche de Jean. Explain the cat. Sorte de Catherine, du Julie Jim de Truffaut, ne sachant choisir entre le rationnel Jim, tiens il s'appelle pareil, et le rêveur Llewyn. Ce chat donc semble avoir bondi de l'appartement d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ces deux films, Breakfast at Tiffany's et Julie Jim, sont sortis respectivement en 1961 et 1962, leur sortie entourant de ce fait l'année où l'action de Inside Llewyn Davis se déroule. Et je vais m'arrêter tout de suite d'énumérer les renvois à d'autres films, car Inside Llewyn Davis, comme la plupart des films des frangins, est truffé de cette intertextualité post-moderne dont ils ont le secret. Puis faut dire que le mot est pas très sexy, hein. Ouais, allez, dégage, tu me pour plaire. Bref, non, revenons à ce chat. Explain the cat. Dès le début du film, alors que Llewyn s'enferme par accident dehors, il laisse s'échapper ce chat roux, qui n'est pas le sien mais celui des Gorfine, un couple aisé qui lui prête régulièrement leur toit. En le laissant s'échapper, il se voit d'un coup responsable du félin. Llewyn et ce chat vont former dès à présent un duo, tantôt comique et tantôt tragique durant tout le film. Et bien que ce duo n'est à vrai dire qu'au second plan de l'intrigue principale, nous le savons, nous le sentons, ce chat est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Surtout quand vers la fin du film, comme une révélation, nous apprenons son nom. It's Ulysses. It's Ulysses? Ulysses. That's its name? Ulysse, le héros de l'Odyssée? Si je me rappelle bien, Ulysse, c'est bien le gars qui, après la guerre de Troie, s'est dit « Chouette, je vais pouvoir rentrer chez moi !» Et qu'une fois sur le chemin du retour, t'as le roi de la poiscaille. Non, pas lui. Je parlais de Poséidon qui lui assène son courroux faisant chavirer son bateau. S'ensuit alors l'Odyssée, emmerde sur emmerde, et après 20 ans à chercher son chemin, il revient enfin chez lui. D'abord on le reconnaît pas, puis après si. Ok.
Résumons tout ça. Comme je vous l'ai dit auparavant, le film raconte comment Lewin passe une semaine de merde. Qui, comme Ulysse, est confronté à de multiples obstacles plus chiants les uns que les autres. Alors on pourrait se dire que Lewin est l'égal d'Ulysse dans ce film. À son échelle, bien sûr. Mais puisque le chat s'appelle en vérité Ulysse, nous le savons à la fin, alors quoi? Lewin et le chat? Cette question des plus surréalistes, je vous l'accorde, n'est pas si dingue que ça. Il suffit de voir le film une seconde fois pour comprendre que les Coen nous l'ont confirmé dès le début. Texto, sans fin. Yeah, could you just tell him, don't worry, Lewin has the cat. Lewin is the cat. Ah, comme une phrase qui aurait marqué discrètement son empreinte dans nos cerveaux, cette question, comme une confirmation pendant la seconde vision du film, se traduit essentiellement par l'image. La mise en scène met en effet l'accent sur ces deux comparses indissociables dans la silhouette qu'ils forment à deux. Et tiens, quand ils prennent le métro par exemple, les Coen vont choisir de ne montrer que le reflet du chat, Ulysse, seul dans la vitre à regarder la descente aux enfers de Lewin. Bref, vous l'auriez compris, en suivant ce chat, ce qu'il symbolise, et je n'ai présenté que l'analyse tangible de sa signification, les Coen distillent ça et là d'autres pistes de réflexion sur l'aventure de Lewin, qui sont l'expression de tout le projet scénaristique d'Inside Llewyn Davis. Eh oui, le scénario est une sorte de cercle infini, ou du moins une spirale vertigineuse. Inside Llewyn Davis est en effet un film qui pose des questions, qui trouvent leur réponse pendant la seconde vision qui repose de nouvelles questions, et comme ça, à l'infini, à l'image de ce sentiment que beaucoup ont eu à la sortie du film, comme quoi le personnage de Lewin serait métaphoriquement prisonnier d'un cercle infini d'échecs. Bon, c'est là que nous allons passer dans une sorte de zone de spoil, quoique je me demande s'il y a du spoil là-dedans, mais en tout cas je vais parler de la fin du film, donc si vous voulez passer, n'hésitez pas à cliquer ici pour passer ce chapitre. J'attends. Ah, vous êtes restés. Donc ce sentiment de spirale de l'échec, il est surtout dû aux faux miroirs que sont la toute première scène du film et la toute dernière scène. Avant de s'y attarder, on peut déjà noter que le film est dans sa structure en quelque sorte symétrique, avec comme point central le voyage irréel à Chicago, véritable parenthèse folle au milieu du film. Et c'est donc dans cette symétrie qu'après avoir dormi chez les Gorfine, Lewin ne répète pas son erreur du début et retient le chat qui veut s'échapper. Même si les situations se répètent, le personnage se rattrape ayant appris de son histoire merveilleuse et véridique. Mais l'aspect vertigineuse de sa construction se tient bien là, dans ce club qui ouvre et clôt le film. Les Coen ont en effet commencé leur film avec cette même chanson, Hang Me, Oh Hang Me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. À la fin, et comme pour l'histoire du chat, Lewin apprend de ses erreurs, ou du moins retrouve une paix intérieure en acceptant enfin de chanter à la suite de Hang Me, seule la chanson qu'il interprétait avec son ancien duo. If I had wings like Nora's dove, I'd fly up the river to the one I love. C'est clairement une évolution du personnage, le fruit de sa quête, son deuil, qui se traduit dans les cadres des Coen en passant du cadre serré sur le visage de Lewin, son égocentrisme, à des cadres plus larges où la silhouette du public prend enfin place dans l'univers de l'artiste. Il s'est ouvert au monde, semble dire la mise en scène des Coen. Ensuite, il sort de la scène et l'action se répète, comme une routine, pensons-nous, en discutant avec le patron du bar. Mais une phrase revient. Your friend is out back. My friend? C'est impossible que cette phrase se répète et surtout que Lewin réagisse de la même façon si le film suivait une logique chronologique. Et en effet, après ça, Lewin va dans la petite ruelle sombre, comme au début, et un homme tapi dans l'ombre va lui mettre un coup de poing. Ce personnage caractérise à lui seul le génial de cette répétition entre les deux scènes.
En effet, au début, quand nous voyons cet homme pour la première fois, par des choix de pur réalisateur, dans le costume avec ce chapeau, ou la lumière faite par notre Delbonnel national qui ne laisse pas apparaître de suite son visage, nous sommes comme extirpés d'une sorte de réalisme. L'image est iconique, les dialogues sont opaques. What you do? What you do? En revenant sur la similitude avec Ulysse, on pourrait même se dire que cet homme est comme Poséidon qui, par ce coup de poing, aurait au début du film enclenché la spirale d'échecs que Lewin va subir. Mais les Coen changent notre perception de ce personnage à la toute fin donc, en étirant ses lignes de dialogue, en nous le rendant beaucoup plus réel. You sit there in the audience last night yelling your crap. It wasn't your show. We're leaving this fucking cesspool. You can have it for what you do. My wife up there trying to sing. Alors c'est ça, c'est juste ça. Cette sorte de dieu vengeur sorti de nulle part du début du film n'est en fait qu'un mari venu rendre justice à sa gonzesse allègrement humiliée la veille par Lewin. Come on, show us your panties! Show us your panties, Betty! Fine! Oh God, I hate fucking folk music! Ici, en renversant radicalement nos a priori comme une crêpe, les Coen nous invitent encore une fois à revoir leur histoire d'un œil neuf. Et alors le coup de poing qui ressemblait à une malédiction au début devient un point final au déboire de notre héros. Et en français dans le texte, excusez du peu. Au revoir. Pour conclure, avec ce scénario malin dans sa structure, Inside Llewyn Davis est avant tout une plongée dans la tête de l'artiste. Avec son titre sans équivoque, Inside Llewyn Davis, à l'intérieur de Llewyn Davis, dans la tête de Llewyn Davis, on pourrait en effet voir tous ces éléments, y compris le chat, comme une traduction de l'état mental de son héros, et donc inscrire Inside Llewyn Davis dans la case du film Cerveau. Certains plans ne laissent aucun doute à ça d'ailleurs. Mais c'est aussi une mini-fresque de la folk music, un genre typiquement américain, amalgame de plusieurs courants comme la country, le jazz, la musique traditionnelle, voire les beatniks. Clean asshole, Paul. Ce film raconte en quelque sorte la préhistoire de la folk, qui explosera autant dans le film que dans la réalité par l'arrivée de Bob Dylan. Ces artistes vagabonds vont enfin par sa personne obtenir la reconnaissance critique et le succès public qu'ils cherchaient. Ils influenceront surtout Dylan toute une génération, voire plus, mais ça, les Coen, ils s'en foutent. Ils préfèrent les losers magnifiques. Ces petites histoires qui détruisent le mythe et en même temps mettent en évidence la grandeur philosophique des petits riens. Cette odyssée de pacotille est construite comme un album folk avec sa panoplie de chansons présentées dans leur entièreté dans le film. Et si je dis ça, c'est qu'il est certain qu'Inside Llewyn Davis est en relation directe avec l'album Inside Dave Von Rank. Le titre d'abord, puis la pochette reproduite pour l'album de Lewin dans le film, tout comme la lumière à la fois froide et délavée qu'ont demandé les Coen à leur chef opérateur, cette pochette semble prendre vie devant nous. D'ailleurs, au départ du projet, les Coen avaient présenté le film comme une adaptation de la biographie de Dave Von Rank, L'ombre de Dylan, celui qui n'a pas explosé. Il en est aujourd'hui un film qui s'en écarte grandement, bien que renvoyant à moult figures de cette époque. Et j'aime à penser qu'Inside Llewyn Davis est surtout l'adaptation d'une pochette de vinyle. Comme si les frères Coen, en écoutant cet album de Dave Von Rank, auraient fixé cette pochette. Et alors se seraient dessinées devant leurs yeux les grandes lignes du scénario. Qui est ce type? Vers où regarde-t-il? Est-ce le poids du monde qu'il porte sur ses épaules? Ou se fait-il plaindre? Attends. Et ce chat-là? Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Playstop sur Inside Llewyn Davis, un film qui, je pense, deviendra un futur classique. En tout cas, personnellement, je pense que c'est le plus abouti des films des frères Coen. Normal, c'est le dernier, tant dans la richesse de son scénario, la subtilité de la mise en scène, et surtout l'émotion générale qui s'en dégage, qui est à vrai dire assez récent dans la filmographie des Coen, pousse chaque spectateur à ressentir différemment ce film. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et sur ce, ciao Internet! The crown babe come back.